Frédéric. Ça va? Bonjour Frédéric. Bonjour Lionel. Bonjour Frédéric. Renaud. C'est tout. Je vous présente, merci d'être là, merci à vous d'être là ce matin pour cette table ronde autour de la défense. Thibaut de Crémou, vous êtes Engineering Senior Vice-Président Method and Process de Dassault Aviation. Bonjour. Bonjour. Jérôme Leclerc, vous êtes le DSI de KNDS France. Lionel Rouby, vous êtes Chief Digital Officer chez Airbus Defence and Space. Et enfin, Renaud Blake, vous êtes le Chief Digital Officer et le Chief Information Officer à Naval Group. Encore une fois, merci d'être là pour cette table ronde. Juste avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter, présenter à notre auditoire votre société, son rôle au sein du secteur de la défense et puis évidemment, plus simplement, ce qu'elle construit. Qui veut commencer? C'est parti. Bonjour à tous. Donc, KNDS France est une entreprise de défense terrestre. Et nous avons pour vocation de répondre aux besoins des armées de terre, à la fois françaises et étrangères. Nous fournissons des engins blindés, des canons d'artillerie, des systèmes d'armes, en particulier pour les forces aériennes. Donc, certains de ces canons sont montés côté Dassault Aviation et également sur des frégates. Nous gérons tout le cycle de vie de nos produits, depuis la conception jusqu'à son industrialisation. Puis ensuite, le soutien qui, dans notre industrie, peut être quelque chose de très long. Nous sommes ce qu'on appelle un systémier intégrateur. On peut citer le char Leclerc, on peut citer l'engin blindé de reconnaissance Jaguar, et puis le camion équipé d'un système d'artillerie César. Oui, exactement. C'est vrai que KNDS France, ce n'est pas forcément une marque extrêmement connue. Les plus anciens d'entre nous se souviennent de Giat Industries. Dans un passé un peu plus proche, notre société s'appelait Nexter. Nexter au sein du groupe KNDS que nous formons avec un partenaire allemand également de la défense terrestre. Et tout ce groupe-là aujourd'hui a changé de nom et aujourd'hui je représente KNDS France. Merci beaucoup. Lionel, Airbus, évidemment tout le monde connaît, qui n'est pas monté dans un A320 voire un A380. Par contre, on ne connaît pas forcément Airbus Defence and Space. Alors Airbus Defence and Space, c'est un acteur européen de l'aérospatiale. En France, nos racines sont aérospatiales, Matra, ces compagnies que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, donc, nous sommes présents dans 4 nations principales, en France évidemment, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Nous sommes 36 000 collaborateurs et nos produits sont des avions de combat comme l'Eurofighter, des avions de transport comme la 400M, ce sont des drones comme l'Eurodrone, que d'ailleurs nous concevons en collaboration avec Dassault Aviation. Ce sont aussi des avions ravitailleurs que l'armée de l'air française opère. Ce sont des satellites d'observation de la Terre, de communication, des satellites civils et militaires. Ce sont aussi des sondes spatiales. Nous contribuons également à la Station spatiale internationale. Nous sommes présents dans les lanceurs Ariane, dans les missiles. Voilà, donc on est un peu partout en Europe dans l'aérospatiale pour un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards en gros. Merci beaucoup Lionel. Thibaut, quand on pense Dassault Aviation, évidemment on pense au Rafale. On pense au Rafale, oui, qui est le fleuron aujourd'hui des forces aériennes et des forces aéronavales, qui est un avion qui a vraiment fait ses preuves dans de multiples campagnes opérationnelles, fait ses preuves avec succès, et démontré ses qualités, son endurance, sa versatilité, ses performances. Mais Dassault Aviation, ce n'est pas que le Rafale, c'est une maison française centenaire qui a toujours eu pour vocation de concevoir, de fabriquer, de mettre en vol des avions au titre de programmes emblématiques, depuis l'Ouragan, le Mystère, la série des Mirages, le Neurone. Donc Dassault Aviation, c'est un architecte industriel au service des cocardes françaises, et une source de fierté pour nous. Parfait, merci beaucoup. Renaud, sauf erreur de ma part, c'est bien Naval Group qui a restauré, on dit à mi-vie, le porte-avions Charles de Gaulle. Oui, c'est ça, oui. Naval Group est un acteur international qui est partenaire de ses États clients pour leur souveraineté maritime, avec toute une gamme de produits, des sous-marins aux bâtiments de surface. Naval Group fait la conception, l'architecture d'ensemble, la réalisation, le maintien en condition opérationnelle sur tout le cycle de vie, mais aussi les architectures de base navale et le démantèlement des navires. Donc c'est tout le cycle de vie de ces navires-là.
C'est aujourd'hui 10 gros sites en France, 18 implantations à l'international sur les 5 continents. C'est 16 000 personnes qui réalisent un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Merci bien. Alors selon vous, messieurs, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés aujourd'hui l'industrie et la défense? Jérôme. Alors, par rapport au contexte actuel, aujourd'hui, notre principal objectif, c'est d'avoir un support contenu et efficace de l'ensemble des forces armées. Nous devons également fournir un nombre croissant de véhicules et munitions. Et donc, nous devons supporter une montée en cadence, une mise à disposition des moyens au niveau des forces armées, et ensuite le support de ces matériels, parfois sur le théâtre des opérations. Nous répondons également présents quand il s'agit de moderniser des véhicules. Lionel. L'industrie de défense européenne, elle fait face aux défis géopolitiques de l'Europe. Et on voit bien que la guerre en Ukraine a été un électrochoc pour nos nations qui réalisent que la paix dont nous avons bénéficié en Europe depuis des années est clairement menacée. Et on a également des incertitudes sur les capacités de nos forces armées à pouvoir soutenir des combats de forte intensité pendant une durée longue. Donc du coup, le défi de l'industrie de défense en Europe, c'est d'être capable de répondre à ces besoins. Comme le disait Jérôme, c'est une capacité de production qui doit être adaptée, mais c'est également des temps de cycle pour le développement des nouveaux produits qui doivent être raccourcis pour être plus rapidement en réponse aux besoins des nations face à une menace qui évolue à laquelle on doit s'adapter. Merci. On est à un moment charnière, on le sait, et mes collègues ont raison de le dire. Il y a une généralisation des crises. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est l'élargissement profond du théâtre d'opération qui aujourd'hui n'est plus du tout que sur le terrain physique, mais devient dans le cyberespace, dans l'informationnel, dans l'espace. Donc le théâtre d'opération devient beaucoup plus complexe. Et on est à ce moment charnière, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît important de souligner, c'est la composante aérienne, l'aviation de combat, reste un élément essentiel dans la coopération interarmée air-terre-mer. C'est vraiment l'aviation qui permet de s'affranchir de la troisième dimension, de passer les frontières, de se porter. Et c'est vraiment une composante qui vient modeler la campagne et qui l'a fait dans toute l'histoire militaire moderne. Sans même parler de militaire, je vous donne un exemple très simple et très récent, la Nouvelle-Calédonie. Oui. En moins de 48 heures, les forces aériennes françaises ont été capables de transporter à l'autre bout de la planète 10 escouades de gendarmerie en moins de 48 heures. Voilà. Cette élongation, cette fulgurance, il n'y a que la composante aérienne qui est capable de la porter. Et c'était d'ailleurs grâce à des avions de mon camarade ici présent. Voilà. Ça, c'est le deuxième point important. Et le troisième point que je voulais dire, pour nous, pour répondre à ta question, pour nous, industriels de la BITD, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, il faut apporter le matériel, mais il faut aussi aider les forces armées à se préparer, à anticiper. Et pour ça, il faut avoir des données, il faut simuler massivement, il faut avoir des plateformes numériques. Et ça, on va justement en parler. On va en parler. Merci beaucoup. Renaud. Évidemment, notre industrie n'échappe pas aux défis sociétaux que nous connaissons tous. Mais effectivement, comme mes partenaires et camarades, nous avons des défis spécifiques à la défense. En France, nous avons une loi de programmation militaire qui est ambitieuse et notre défi, c'est de la servir. C'est de la servir en tenant les engagements, en tenant aussi des engagements de compétitivité très forts, tout en assurant la posture, en particulier pour ce qui concerne Naval Group, la posture de la Marine nationale qui est présente sur beaucoup de fronts. Et puis à l'étranger, on a aussi ce défi de compétitivité parce que la compétition est extrême pour notre export, avec de nombreux pays qui sont aujourd'hui capables de mettre des bâtiments de surface ou des sous-marins à la mer. Comment les technologies numériques ont-elles amélioré cette capacité, vous en parliez à l'instant, Lionel, de répondre rapidement aux demandes et de renforcer ainsi votre compétitivité sur le marché dont parlait à l'instant Renaud? Allez, Jérôme encore. Oui, Jérôme à nouveau. Donc aujourd'hui, la place du numérique le numérique est vraiment omniprésent, à la fois dans les véhicules, mais également en soutien de l'ensemble de nos processus. Pour avoir des processus qui sont vraiment adaptés
au contexte, que ce soit sur l'ERP ou le monde du PLM, il est important d'avoir des outils qui sont performants, adaptables et qu'on sait faire évoluer. Moi, je suis arrivé il y a 4 ans chez Nexter, aujourd'hui KNDS France, et ces systèmes avaient plus de 15 ans. Alors certains dans mes équipes me disent, à force de dire qu'ils ont plus de 15 ans, aujourd'hui on doit bientôt être à 19 ou 20. Donc notre objectif, c'était à la fois de rénover cette obsolescence technologique, mais il ne s'agit pas de rénover l'obsolescence technologique pour l'obsolescence, mais bien pour être capable d'être plus performant par rapport aux demandes d'évolution de nos différents métiers. La réduction des cycles de développement est quelque chose qui est important. Et dans ce contexte-là, pour le PLM, la 3D Experience a toute sa place dans notre dispositif de rénovation du numérique. C'est un peu votre avis aussi, Lionel? Absolument. La 3DX, c'est la cheville ouvrière d'un programme de transformation qui n'est pas spécifique à Defence and Space, mais qui touche l'ensemble du groupe Airbus, avions commerciaux et hélicoptères compris. Donc ce programme, on l'appelle DDMS pour Digital Design Manufacturing and Services, et qui vise à intégrer numériquement l'ensemble des processus de l'entreprise, depuis la conception du produit jusqu'à son opération en service dans les forces armées, en passant par l'industrialisation de ce produit. Et donc c'est cette continuité digitale entre nos processus, la modélisation de bout en bout, les jumeaux numériques, qui permettent de optimiser nos processus, de réduire les temps de cycle et donc être plus en réactivité par rapport aux besoins de nos clients et également améliorer notre compétitivité. Thibaut, chez Dassault Aviation, le numérique, c'est dans votre ADN. Hein. C'est notre ADN. D'ailleurs, il n'aura échappé à personne que Dassault Aviation, Dassault Systèmes, ça sonne comme un cousinage, voilà, et ce qui est vrai, puisqu'on a des origines communes. Le numérique a toujours été pour nous un vecteur d'accélération, et je voudrais quand même aussi ici mettre à l'honneur les disciplines fondamentales dont on a toujours besoin, peut-être même de plus en plus, pour faire des avions, voilà, pour concevoir des formes, faire des compromis aérodiscrétion, calculer des structures, faire des analyses de sécurité. Donc toutes ces disciplines-là, on les a portées, et on les a portées à l'aide du numérique. Et puis après, au fil des années, on a élargi aux autres processus de l'entreprise, l'industrialisation, la fabrication, hein, la commande numérique, l'usinage en commande numérique, la LM, le montage mécano, tout ça, c'est des gains faits grâce au numérique. Et puis la dernière étape, c'est de collaborer, d'élargir à l'extérieur, et on va en reparler, mais on met en œuvre un certain nombre de plateformes qui nous permettent de mener nos programmes en coopération. Renaud, c'est à peu près le même constat aussi, j'imagine? Oui, bien sûr. D'abord, évidemment, nos navires sont de plus en plus des plateformes numériques. Mais au sein même de l'entreprise, j'ai parlé de compétitivité tout à l'heure, le numérique est aussi vu comme une des clés de gain de compétitivité dans le cadre d'un programme de transformation de l'entreprise qui est majeur, qui est axé sur 3 piliers, dont un, la transformation digitale. Et au sein de ce pilier, on cherche effectivement à numériser toute la chaîne sur tous nos processus de bout en bout, et la 3D Experience est un des backbones clés de cette transformation. Lorsque nous avons préparé cette table ronde, certains d'entre vous ont mentionné, je l'ai dit en introduction, système de système. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus en détail. Lionel, peut-être? Pour illustrer le système de système, on peut regarder le FCAS, ou le SCAF en français, le système de combat aérien du futur. Donc l'idée, c'est de ne plus regarder la plateforme comme un avion de façon isolément, mais de se positionner au niveau de la mission et d'intégrer l'ensemble des composantes qui vont être interconnectées pour réaliser la mission. Donc ça peut être évidemment un avion de combat, mais également des composantes au sol, en mer, dans l'espace, des acteurs qui vont être pilotés ou non pilotés. Et cette approche donc, de système est une approche holistique qui vise à la conception d'une réponse à une mission complète. Merci, c'est très clair. Bravo. La définition est magnifique, mais elle est parfaite. On n'a pas envie de rien ajouter, mais je vais quand même faire deux tout petits ajouts. Le premier ajout, c'est que ce système de système dont Lionel a donné une super définition, il fonctionne quand on est capable d'échanger massivement des données. Donc, à nouveau, on retrouve le thème de la donnée numérique et on retrouve le thème de la liaison de données. Le deuxième point, c'est que système de système, il faut bien voir que ça va être une notion éminemment dynamique
Lorsque les forces seront engagées dans le conflit et qu'elles seront plus en espace ni permissif, qu'elles seront en espace dénié, sans aucune communication, alors le système de système, il va se reconfigurer de manière dynamique vers ce que nous appelons une bulle de combat. La bulle de combat qui contient la cellule élémentaire, l'avion ou les avions, ses accompagnants, pilotés, non pilotés, tous ceux qui ont pu encore accéder à cette zone déniée. Et au centre, au cœur de cette bulle de combat, il y a le mission commander, il y a l'homme, donc accompagné, aidé par son système de mission dans la bulle de combat, et c'est essentiel de se comprendre qu'il aura cette délégation de commandement parce qu'il sera autonome dans sa bulle de combat. Merci pour ces précisions. Maintenant, pour que ce système de système fonctionne, soit pleinement opérationnel plutôt, il faut quoi? Alors, il faut un cloud de combat qui va permettre de collecter toutes les données que les différents vecteurs sur le terrain vont capter. Leurs senseurs vont capter une foule d'informations que l'on cherche à centralisés, partagés, et qui vont permettre aux opérateurs militaires de pouvoir se faire une compréhension du théâtre d'opération dans lequel ils agissent, définir les cibles, allouer les missions, se reconfigurer, faire face également à des questions de perte de connexion entre les acteurs qui sont au-delà de la ligne de bataille, qui peuvent être dans des zones qui sont déconnectées du cloud pendant une période de données, et de pouvoir du coup interagir entre eux de façon autonome et se reconnecter quand ils ont terminé leur mission pour pouvoir passer à autre chose. Donc c'est ce système d'interaction entre les différents acteurs que l'on appelle aujourd'hui le cloud de combat. Merci beaucoup. Tant qu'on y est, dans votre introduction, vous avez parlé de l'Eurodrone. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, l'Eurodrone, c'est le premier programme militaire européen pour la conception d'un drone qui va opérer à moyenne altitude pendant une longue durée, on parle de quelques dizaines d'heures on station, et qui est donc un développement qui est réalisé en coopération entre Dassault Aviation, Leonardo et Airbus Defence and Space. Il a été commandé aujourd'hui par 4 nations principales, France, Allemagne, Italie et Espagne. Et donc c'est un avion en gros de 11 tonnes qui va permettre des missions de type surveillance, reconnaissance, mais également appui des troupes au sol. Merci beaucoup. Renaud, concernant les drones, vous n'êtes pas en reste à Naval Group, puisque je crois que le maritime, en fait, suit une trajectoire sur le point de vue des systèmes qui est proche de celle de l'aérien ou même du terrestre. Et donc, en 2023, Naval Group a très fortement accéléré dans le domaine des drones, en mettant à l'eau toute une armada de drones, en fait, des drones sous-marins, des drones de surface, des drones aériens aussi, tous pilotés depuis nos plateformes navales, que ce soit des sous-marins ou des bâtiments de surface. Et certains d'entre eux ont même été testés par la Marine nationale dans le cadre de ces grands exercices de l'année 2023. Et il est clair que, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, en fait, le cœur du système ici, c'est aussi le jumeau numérique du drone. Parce que finalement, le drone piloté depuis le navire, il est piloté grâce à un jumeau numérique de ce drone embarqué à bord. Et c'est comme ça qu'on peut assurer une autonomie décisionnelle contrôlée de la machine. Parfait. Merci beaucoup. Quelle part aujourd'hui prend le numérique dans les processus opérationnels? On en est où? Et puis, quelles sont les attentes? Alors, le numérique est parfois vu uniquement sous l'angle des coûts, ce que je trouve extrêmement réducteur, et en particulier face à des équipes métiers qui ont une demande extrêmement croissante autour du numérique. L'ingénierie, évidemment, j'ai entendu que c'était le plus beau métier du monde. L'industrie également, qui a besoin de numérique. J'ai entendu parler tout à l'heure de MES, Manufacturing Execution System. Également dans le domaine du soutien, donc en relation avec les forces, parfois sur les théâtres d'opération. Mais également l'ensemble des fonctions qui peuvent également bénéficier d'analyse de données, en particulier le monde des achats. Aujourd'hui, on est dans notre rôle de systémier intégrateur. On achète une part significative de nos équipements que l'on monte dans nos différents produits. Sur la partie données,
un élément également important, c'est bien d'avoir des processus extrêmement performants, extrêmement bien outillés, donc des super process outillés. Si derrière on n'a pas les données qui sont des données de qualité, on prendra des mauvaises décisions. Et aujourd'hui, l'un des axes importants autour du numérique, en particulier pour sa performance et au-delà de la mise en place de systèmes, c'est de s'assurer de la bonne qualité des données, disponibilité, qualité de données, et ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec l'ensemble des métiers de l'entreprise. La qualité de la donnée, bien sûr. Renaud, vous partagez évidemment l'avis de Jérôme. C'est clair. C'est clair que l'attente la plus forte de nos utilisateurs, c'est d'abord la continuité numérique sur toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, nos métiers souffrent énormément de ruptures dans la continuité numérique. Ils sont obligés de recopier les données d'une étape à une autre dans le processus. Et évidemment, c'est dramatique pour eux et ils perdent beaucoup de temps. Donc, cette continuité numérique que nous recherchons, elle doit aller de la construction neuve jusqu'à la livraison du bateau au client, et aussi, surtout, le maintien en condition opérationnelle pendant les 40 ans de vie du bateau. Donc vous imaginez que c'est un enjeu extrêmement fort, parce que finalement, le cycle de vie complet de nos bateaux, c'est plusieurs dizaines d'années, voire pour certains jusqu'à un siècle. Très bien, merci. Un point, Thibaut, sur le Rafale, entre autres, quand on voit des avions en l'air, évidemment, bon, ça on comprend, j'ai envie de dire. Par contre, ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'il y a tout un maintien en conditions opérationnelles. Donc il faut pouvoir être prêt à décoller, en fait, c'est ça. Absolument. La maintenance, comme dans tout produit industriel, la maintenance est une partie essentielle. Sur le Rafale, comme sur les autres avions des forces aériennes dont nous sommes les concepteurs et les fabricants, les forces nous ont confié ce qu'on appelle la maintenance verticalisée, c'est-à-dire que nous sommes sur un très large périmètre, leur premier responsable, et nous nous engageons vis-à-vis d'eux à une disponibilité opérationnelle, un contrat de service. Et donc sur le Rafale, ce contrat s'appelle Ravel, nous honorons nos engagements, même nous les dépassons, nous sommes donc très fiers de ce résultat. Et si on le dépasse, c'est en particulier grâce à ce qu'on a mis en place, qu'on appelle le BDM, le Big Data militaire, qui est basé sur la toute dernière plateforme cloud de Dassault Systèmes. Sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on fait? Un peu ce que Lionel décrivait tout à l'heure à propos d'un versant du cloud de combat. On collecte les données, on les traite, on les répartit entre les différents industriels ou entre les forces, et on est capable d'effectuer des algorithmes de prédiction, de statistiques assez avancés. Et je vous donne un exemple. Au déclenchement du conflit en Ukraine, les forces nous ont sollicité pour savoir quels étaient les avions les plus aptes pour aller aider nos partenaires européens à faire de la surveillance de frontières. Voilà. Et en 4 heures, on leur a fourni le résultat, ça, sans la donnée numérique. En 4 heures. En 4 heures, voilà. Sans le big data militaire, sans la plateforme 3DX, on n'aurait pas pu obtenir ce résultat. Bien sûr. Merci. Renaud, vous parliez de certains navires qui pouvaient aller jusqu'à un siècle. Il y a un projet de transformation qui s'intitule au sein de Naval Group Cycle de vie. Vous pouvez nous en parler? C'est justement notre projet de backbone avec la 3D Experience. Donc le projet Cycle de vie, c'est l'épine dorsale de nos programmes industriels d'aujourd'hui, qu'ils soient bâtiments de surface ou sous-marins, pour la construction neuve et à terme aussi pour le maintien en conditions opérationnelles. C'est une clé de notre continuité numérique. Donc nous avons commencé avec les frégates de défense et d'intervention, dont la première sera mise à la mer dans quelques semaines. Et nous continuons aujourd'hui avec les futurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont aujourd'hui, dont le design est en train d'être fait sur la 3D Experience. Basiquement, ce que je voudrais dire, c'est que ce projet est un succès aujourd'hui grâce à 2 facteurs principaux. D'abord, un très fort partenariat avec Dassault Systèmes qui nous a donné accès à la R&D de Dassault Systèmes de façon à assurer l'adéquation de la solution à nos besoins. Parce que fabriquer des sous-marins, c'est un peu spécifique dans le monde, ce sont les objets les plus compliqués que l'homme ait fait. Et c'est aussi, grâce à ce partenariat, et cette démarche de se rapprocher au maximum du standard éditeur et d'éviter absolument les développements spécifiques. Ce sont les 2 critères qui ont fait que ce projet aujourd'hui apporte la satisfaction à nos utilisateurs. Merci. Jérôme, vous parliez évidemment de qualité des données, mais forcément, on va parler aussi de sécurité des données. Alors, en ce qui concerne la sécurité des données, je pense que c'est évidemment pour nous quelque chose qui est très important. Pour nous, industrie de défense,
Mais finalement, je pense que ça dépasse complètement le monde de la défense. Toute industrie, toute entreprise se doit de sécuriser ses données. Notre besoin de sécurisation des données est renforcé par le fait que nous avons des contrats sensibles. Je pense que vous avez bien compris, dans le contexte des personnes qui sont autour de la table, on a tous les mêmes contraintes. Et en particulier, nous devons avoir des systèmes d'information qu'on appelle homologués diffusion restreinte. C'est une exigence de l'État. Et dans ce cadre-là, le passage en cloud est quelque chose qui a été regardé avec beaucoup d'attention. Et en particulier, le fait d'avoir chez Dassault Systèmes un cloud, Secnum Cloud, qui pose une bonne base de travail par rapport à nos besoins d'homologation. Secnum Cloud, très rapidement. Alors, oui, donc le Secnum Cloud, c'est un cloud qui répond à un nombre d'exigences importants qui sont fournis par l'ANSSI, alors avant qu'on le demande, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est une agence étatique en charge justement de la sécurité des données dont on voit le logo affiché. Au-delà de cette base de travail, on a aussi des exigences complémentaires autour de la nationalité des intervenants, nationalité française, et donc ça c'est quelque chose que l'on fait pour qu'on puisse prononcer l'homologation dans de bonnes conditions. Thibault ? Jérôme a presque tout dit. Je donne 2 illustrations chez nous. On a évidemment ces mêmes préoccupations de garantir la sécurisation de nos données, y compris en contexte de collaboration. J'ai parlé tout à l'heure de BDM, de la plateforme BDM, qui est basée sur un dedicated cloud, ce qu'on appelle un dedicated cloud, qui reprend à peu près les principes de ce que Jérôme a dit. On a un deuxième exemple de plateforme collaborative qu'on opère, c'est sur l'avion de combat alors tout à l'heure Lionel a parlé du SCAF, là vous voyez NGWS, désolé, tout à l'heure je crois que c'est Elisabeth qui parlait des acronymes. Pour réaliser ce démonstrateur d'avion de combat qui est un des piliers du SCAF, nous avons mis en place une plateforme collaborative cette fois-ci, donc ouverte à nos amis allemands et espagnols, et qui est basée sur un cloud sécurisé. Lionel, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, ce que je voudrais signaler, c'est que, évidemment, nos nations nous imposent de maîtriser la donnée militaire sensible, et elles nous scrutinisent, elles nous regardent de très près, nos systèmes d'information, pour être sûr qu'ils sont conformes aux exigences de sécurité. Et en même temps, on a besoin de collaborer avec des nations européennes. On a mentionné l'Eurodrone, mais avant il y avait la 400M, il y a aussi le FCAS. Et donc on a un peu ce paradoxe où d'un côté on doit développer nos systèmes d'information qui vont protéger la donnée militaire et s'assurer qu'elle ne va pas quitter le territoire national ou tomber entre des mains inconnues. Et en même temps il faut que nos systèmes d'information permettent de collaborer avec des nations étrangères, certes européennes, mais étrangères néanmoins. Et aujourd'hui, une des difficultés que l'on a, c'est qu'il n'y a pas d'homologation européenne. Il n'y a pas une réponse européenne à ces besoins de sécurité de la donnée militaire. Et donc, Dassault développe sa solution pour le New Generation Fighter dont ils ont le leadership dans le programme FCAS. Dans ce même programme FCAS, nous avons le leadership des drones de combat et nous développons notre propre système de collaboration. C'est très sous-optimal. Collaboration, mais consensus. C'est ça. Renaud, pardon. Nos données sont aussi très sensibles, et je partage complètement ce que Lionel vient de dire. Tant qu'on n'a pas une offre de cloud DR complètement homologuée, ça nous est difficile d'y aller. Donc pour le moment, on a fait un choix d'hébergement interne, mais on regarde pour la suite. Ce que je voudrais faire, c'est, derrière la sécurité, il y a aussi la qualité. Et je voudrais y revenir un petit peu. Dans toute cette stratégie de continuité numérique, en fait, on arrive à faire de la fabrication sans accroc, on arrive à assurer la conformité du produit final seulement si on a des données de bonne qualité au départ. Et donc ça, c'est un élément clé de notre stratégie aussi, c'est de mettre en place, en fait, en parallèle de la mise en place de l'outil et de la chaîne d'outils, c'est toute une mécanique interne de captation de la donnée pour la mesure de la non-qualité de données, de façon à faire corriger le plus tôt possible les données en non-qualité et faire en sorte que l'industrialisation, puis la fabrication, puis la conformité et la recette se fassent sans accroc. C'est un long combat.
Mais je voulais le souligner, c'est important dans la réussite de nos stratégies sur la compétitivité. Très clair. Merci beaucoup. Il nous reste quelques secondes à peine. Quels conseils donneriez-vous aux nouvelles entreprises ou aux ingénieurs qui souhaitent intégrer la plateforme 3D Experience dans leur processus? Alors, je ne vais pas être très innovant. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la même manière. On a vu ça ce matin. Des pilotes, des preuves de concept. Et donc, ça permet effectivement de mettre le pied à l'étrier d'ensemble des fonctionnalités d'une plateforme extrêmement riche comme la 3D Experience. Le cloud a un impact là-dessus, ou un intérêt en tout cas. C'est-à-dire que être capable de le faire dans le cloud était aujourd'hui, en tout cas dans mon environnement, avec les compétences qui étaient présentes, l'état de rénovation des systèmes d'information, c'était le meilleur endroit où pouvoir poser ce système. Chacun peut juger de manière différente. Ce qui était surtout important, c'était d'avancer sur un système rénové. Et le cloud, pour ça, était en tout cas dans mon contexte, et toujours d'ailleurs un bon choix. Après, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'au-delà des POC et des pilotes, l'étape d'après, c'est bien la généralisation. Et qui dit généralisation, on dit sur l'ensemble des parcs de données, de notre patrimoine de données, la capacité de réintégrer tout notre patrimoine numérique et de le mettre dans la plateforme. Donc le conseil, c'est oui, ok, on commence petit, et un petit peu comme dans certains sports, on regarde juste devant nous, c'est le cas en VTT, on regarde le caillou qui est devant nous, mais on regarde aussi le chemin qui est loin. Donc je pense qu'il faut avoir cette double approche, à la fois extrêmement pragmatique sur du POC, mais aussi bien regarder là où on veut aller à terminaison. Très clair, merci. Renaud. Voilà. On l'a déjà beaucoup dit toute la matinée, je vais le redire parce que c'est des fondamentaux, il ne faut surtout pas les oublier. Ces outils-là se mettent dans une démarche étape par étape, progressive. C'est jamais des gros big bang d'un coup d'un seul, ou c'est très rare. Et puis, encore une fois, il faut coller au standard, il faut surtout éviter le spécifique, et si jamais le standard ne va pas à l'activité métier, ça peut arriver, on travaille avec nos collègues de Dassault Systèmes et ils améliorent la solution. Lionel. Si je peux ajouter un mot. Un mot. Un mot. Adoption. C'était. Oh, il peut le faire en plus. Non, juste pour élaborer en un peu plus de mots, c'était pour rebondir sur ce qui était présenté précédemment par nos amis de Bell. La user centricity développée avec les utilisateurs finaux est un des facteurs clés de l'adoption de la nouvelle solution pour être sûr d'en tirer le meilleur profit. Voilà. Thibaut. La politique des petits pas. Ce qu'on appelle chez nous la politique des petits pas, c'est ce que disait Jérôme, on commence petit, et puis je reviens à ce que je disais et à ce qu'a dit Renaud très justement, on fait des produits hautement sophistiqués, croyez-moi, c'est toujours un miracle à chaque fois qu'on met un avion en vol, et un sous-marin, je pense que c'est encore pire. Et donc, ne pas oublier les disciplines fondamentales, ce qui fait notre métier et dont on se rend compte que c'est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui. Donc, on peut pratiquer avec les plateformes 3D Experience, on peut pratiquer tous les métiers, toutes les disciplines de l'ingénierie, et il faut le faire, il faut se concentrer sur ces fondamentaux. On arrive maintenant à la conclusion. C'était presque déjà une conclusion, mais là, il faut vraiment conclure. Et là, vous avez exactement 3 secondes chacun. Alors, 3 secondes, il faut dire quelques mots. Donc, sécurité, donc très important à intégrer dans le dispositif. Coût délai, pour être passé dans différentes entreprises industrielles, c'est effectivement les fondamentaux. L'aspect RH, embarqué, mais aussi faire avec les personnes qui sont présentes. Et au-delà de ça, les solutions cloud, ça peut être une solution par rapport à cet ensemble de contraintes qui est parfois un petit peu compliqué à résoudre. Merci Jérôme. Lionel. Je voudrais rebondir sur la collaboration. On a besoin de pouvoir collaborer au niveau européen et pour ça, on a besoin de standards européens. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque le plus dans ce domaine-là. Parfait. Thibaut ? La donnée, toujours la donnée. On a beaucoup parlé de qualité, c'est essentiel. Moi, je suis un petit peu préoccupé par la rapidité avec laquelle elle devient obsolescente aujourd'hui. Et donc, l'économie de guerre, c'est pour nous, la BITD, mais aussi derrière, en seconde ligne, c'est aussi pour l'éditeur logiciel de nous aider à traiter cette obsolescence rapide de la donnée. Merci beaucoup. Renaud ? Alors, je voudrais revenir sur un point qui a déjà été dit ce matin aussi. Un projet comme celui-là, un projet comme le cycle de vie, c'est un projet de transformation, c'est un chemin. C'est bien sûr un projet informatique, c'est d'abord un projet de transformation des processus, de transformation des méthodes de travail. C'est un projet de transformation des métiers de conception, d'ingénierie,
qui sont les reines, on l'a dit plusieurs fois, mais aussi l'industrialisation qui est clé pour la réussite de la fabrication et toute la chaîne de fabrication et maintien en conditions opérationnelles. C'est un gros investissement. Et on n'a pas trop parlé de ROI, hein, mais il y a un ROI. Il y a un ROI, alors il vient surtout de l'intégration beaucoup plus forte entre tous ces métiers pour réduire le lead time et réduire la non-qualité. Très clair. Merci infiniment, on peut vous applaudir. Merci Renaud, merci Lionel, merci Jérôme et merci beaucoup Thibaut. Voilà, on a un tout petit peu dépassé. Mais bon, comme tous les sujets depuis ce matin, c'est tellement passionnant. Nous allons maintenant retourner dans le monde de l'automobile avec un leader mondial dans le domaine des technologies pour l'automobile, Valeo.